Quelle est donc l'ambition fondamentale, non pas seulement de Wittgenstein, mais l'ambition fondamentale des philosophes du langage, l'ambition fondamentale, le projet de toute la philosophie analytique, donc toute la logique, qu'elle soit classique, qu'elle soit ancienne, le problème est le même. C'est le problème à résoudre, en fait, c'est-à-dire, c'est celui de chercher le mécanisme qui permettrait de clarifier davantage ou de résoudre les problèmes des ambiguïtés dans notre langage. Pour une petite parenthèse, parce que c'est important de donner quelques précisions. Depuis l'Antiquité, le problème du langage préoccupait les philosophes. Chez Aristote, je peux partir d'Aristote. Chez Aristote, vous avez l'organon. L'organon d'Aristote, c'est pas plus qu'un outil logique qui permet justement d'organiser le langage, d'aider le discours à être toujours logique. L'organon, en tant que l'art du raisonnement, parce que l'Aristote s'occupe du raisonnement logique, le raisonnement, c'est le travail qu'a fait Aristote dans l'organon, c'est s'occuper du raisonnement à travers un outil qui s'appelle la syllogistique, le syllogisme. La syllogistique est l'art du raisonnement, ni plus ni moins. C'est ce qui nous permet de savoir si le raisonnement est logique ou pas. Aristote propose une forme logique au langage, une forme logique au raisonnement. Concrètement, ce que nous avons appelé les syllogismes, qui respectent un certain nombre de règles, avec une forme prémisse-conclusion. Vous avez les deux prémisses, la majeure et la mineure, puis la conclusion, selon des règles que la conclusion devait pencher vers un côté ou vers l'autre. Par exemple, je prends l'exemple du syllogisme qui est le plus courant, c'est-à-dire celui qui dit tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Donc, pour Aristote, parler de cette manière, eh bien, c'est parler d'une manière logique et claire. Pour Aristote. Eh bien, ce que nous avons dénoncé à ce sujet, c'est le risque de tomber dans une espèce de formalisme. Parce que il suffit pas de dire tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Et ce qu'on le repose, c'est justement si la mortalité des autres hommes est une mortalité avérée, aussi longtemps que Socrate est vivant, rien ne nous assure qu'il va mourir et donc qu'il est mortel nécessairement. Donc, nous ne pouvons pas non plus déduire une conclusion logique à partir des affirmations qui se reposent sur des suppositions. Je suppose, parce qu'il est homme, je suppose qu'il est mortel. Or, la mortalité de Socrate n'est pas un fait, n'est pas approuvé jusque-là. Socrate n'est pas mort, donc rien ne me prouve qu'il est mortel, même s'il faisait partie des individus qui sont mortels. C'est pour dire que la différence qu'il va y avoir entre la logique d'après, la manière d'aborder le problème sur le plan logique, après Aristote, va tout simplement changer à partir de ces questionnements-là. C'est-à-dire que la clarification du langage n'est pas tout simplement une affaire de supposition, une affaire de
de conclusion. Évidemment, pour Aristote, lorsque la conclusion elle est faite dans les normes syllogistiques, les nos règles, et justement, il s'agit là d'un raisonnement logique. Donc, le raisonnement logique devait avoir une majeure, une prémisse majeure, une prémisse mineure, et puis une conclusion qui est logique, c'est-à-dire qui découle qui respecte les règles, qui se penche vers la prémisse la plus forte. Voilà. Chez Wittgenstein, après il y a eu l'organon, après le novum organon, avec Francis Bacon, la logique est continue, et chez les Frege et les autres, justement, la logique devient une affaire de clarité, non pas en ce qui concerne la forme du langage, la forme bien sûr, hein, mais surtout en ce qui concerne le fond. La question se déplace d'être une question de forme, savoir quelle est la forme du raisonnement, quelle est la conclusion, la forme de la conclusion, quelle est la manière dont la conclusion a été déduite. C'est-à-dire que la clarité n'est plus, cesse d'être une question de déduction pour être une question de désignation, une question de savoir ce que nous désignons et ce que nous décrivons. Qu'est-ce que nous décrivons? Qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Quel est le sens du mot? Donc, le problème, le débat glisse donc de la forme au fond, de la manière dont le discours est présenté, le raisonnement se présente, à ce qu'il dit en réalité, au sens du sens dont il fait l'objet. Donc, avec Frege et Russell, la question du fond se pose, la question des objets, le statut logique des objets. Alors, là aussi, une certaine clarté était nécessaire, parce que chez Frege et Russell, eh bien, tous les objets n'étaient pas concrets. À partir du moment où tous les objets n'étaient pas concrets, certains mots pouvaient avoir du sens sans avoir forcément des objets concrets qui les correspondaient. Et là, le problème persistait encore jusqu'à Wittgenstein. C'est-à-dire que chez les pères de Wittgenstein, qui sont Bertrand Russell et Frege, eh bien, dans le langage, il pouvait y avoir, de manière tout à fait légitime, des mots dont les objets ne faisaient pas partie de la réalité concrète. C'est par exemple des mots numéraux, dans le domaine des mathématiques. Par exemple, le chiffre 2, chez Frege et Russell, eh bien, pouvait représenter un objet. Alors que chez Wittgenstein, le chiffre 2, employé dans une phrase, ne représente aucun objet. Mais veut dire autre chose. Mais le chiffre en tant que tel ne représente rien. Une proposition mathématique, et c'est la conséquence logique de son analyse, une proposition mathématique est une proposition vide de sens. Voilà. Donc, je ferme cette parenthèse pour revenir à Wittgenstein et poursuivre sur le langage. Et donc, si nous devrions débarrasser du langage toutes les propositions qui nous renvoyaient, dont les mots ne renvoyaient pas à des objets concrets, et donc, ça, ce projet va pousser Wittgenstein à établir une règle, c'est-à-dire une trilogie qui représente 3 types de propositions dans le langage. Pour lui, la clarification du langage doit passer
avant tout par la désignation ou l'établissement de 3 types de propositions existant dans le langage. Pour l'auteur, il existe un premier groupe de propositions qui sont des propositions logiques et sensées. Les propositions sensées, qui sont celles qui décrivent des objets et des réalités concrètes. Il existe aussi ce qu'on appelle des propositions insensées ou dépourvues de sens. Donc, vous avez les propositions pourvues de sens, des propositions dépourvues de sens et des propositions tout simplement non-sens. C'est-à-dire, celles qui sont pourvues de sens sont des propositions formulées à partir des mots qui désignent des objets concrets, qui désignent la réalité telle que nous la percevons, telle que nous la voyons, telle que nous pouvons la saisir, la comprendre. Tandis que les propositions dépourvues de sens sont des propositions dont les mots ne renvoient à aucun objet concret. Tandis que des propositions ambiguës ou des propositions illogiques sont tout simplement des propositions qui sont des propositions formulées à partir des mots, des objets qui décrivent, évidemment, qui désignent les réalités, mais qui sont tout simplement mal formulées, qui ne respectent pas la loi, la règle logique des choses, des structurations, en fait, des choses. Donc, Wittgenstein établit ces 3 propositions dans le langage. Cela permet de faire un travail de nettoyage. Nettoyage qui met de côté déjà les propositions qui ont un sens, celles qui décrivent, donc les propositions que j'ai appelées logiques. Donc la trilogie, à mon sens, je l'ai revue, parce que j'ai, au lieu de parler des propositions pourvues de sens, des propositions dépourvues de sens et des propositions vides de sens, et j'ai parlé plutôt des propositions logiques, et après les propositions illogiques et des propositions tout simplement alogiques. Alogiques, elles sont des propositions qui n'ont rien à voir avec le sens, qui sont hors sens. Voilà la trilogie que j'ai proposée au lieu de la trilogie un peu ambiguë de Wittgenstein qui consistait à présenter des propositions pourvues de sens, dépourvues de sens, vides de sens. Parce que à un certain moment, surtout lorsqu'on se penche vers la tradition française, ce qui est dépourvu de sens est vide de sens. C'est comme si les 2 types de propositions disaient la même chose, alors que logiquement parlant, la proposition dépourvue de sens est tout à fait différente naturellement de la proposition vide de sens. Ce que Wittgenstein veut dire par vide de sens n'est pas la même chose que ce que Wittgenstein veut dire par dépourvu de sens dans la version française. Même si dans la version allemande, les choses sont plus claires, et anglaise, d'ailleurs, les choses sont plus claires que ça. Voilà, pour éviter tout cela, pour la version française, j'ai proposé une trilogie simple, c'est-à-dire parler des propositions logiques aux côtés des propositions illogiques et des propositions alogiques. Voilà. Donc, le souci de Wittgenstein est de dire que, de faire en sorte que la clarification du langage comme activité philosophique, il faut savoir aussi que lorsque Wittgenstein s'intéresse à la philosophie, il s'intéresse aussi pour lui attribuer une mission. Il s'y intéresse pas pour rien. Il intéresse pour lui attribuer une mission. Pour lui, la mission principale d'un philosophe est celle qui consiste à chercher la clarté du langage, chercher à purifier le langage. C'est sa seule mission.
et non pas celle d'inventer des nouvelles théories, d'essayer d'expliquer le monde, d'essayer d'expliquer la réalité en inventant des nouvelles théories scientifiques pour cela. Ça, ce n'est pas le rôle, hein, le rôle que devait avoir, que devait être celui du philosophe, hein, selon Wittgenstein. Donc, on devrait avant tout et peut-être uniquement s'occuper de la clarité et du langage. Il y a déjà à boire et à manger. Voilà. Donc, la clarité du langage est l'activité qui permet qui consiste à établir ces trois catégories de propositions. Et ça c'est dans un premier temps, et dans un autre second temps, c'est d'exclure, de mettre pas hors état de nuire, mais hors usage, toutes les propositions alogiques, toutes les propositions vides de sens. De ne plus faire usage des propositions vides de sens. Et c'est le sens même de la formule qui reste celle qui devient, qui a toujours été d'ailleurs célèbre chez Wittgenstein, tout nouveau Wittgensteinien le sait, c'est la phrase, la proposition, ce dont tu ne peux parler, il faut garder silence. C'est-à-dire que face à des propositions vides de sens, des propositions alogiques, face à des mots et des phrases de discours qui n'ont aucun sens, il vaut mieux garder silence. C'est-à-dire que le silence vaut mieux qu'une proposition vide de sens. Parce qu'il a raison. Pourquoi? Parce que pour lui, toute proposition devait être sensée, c'est-à-dire logique. C'est-à-dire devait renvoyer à la réalité, non pas telle que nous l'imaginons, mais telle qu'elle a existé, elle existe et que nous pouvons la décrire, la saisir, l'appréhender. Voilà. Donc, le rôle de la clarification du philosophe est de clarifier le langage, et en clarifiant le langage, il devra mettre de côté, prendre en compte les propositions désignées, chercher à savoir quelles sont les propositions qui sont censées, les mettre de côté, et débarrasser le langage de toute proposition insensée, c'est-à-dire vide de sens, toute proposition qui n'a rien à voir avec la réalité concrète. Et une fois qu'il a fait ça, une fois qu'il a débarrassé le langage de ces propositions inutiles, qui n'ont rien à voir, parce que nous ne servons pas à décrire la réalité telle qu'elle est, mais la réalité telle que nous l'imaginons, la réalité telle que nous aimerions qu'elle soit, la réalité telle qu'elle nous rendait heureux de l'entendre. Voilà, toutes ces propositions sont tout simplement à mettre hors usage, selon Wittgenstein et selon moi. Donc, je suis d'accord avec ça, parce que cela nous permet d'avoir au moins un langage qui joue pleinement son rôle, bien qui est celui de décrire la réalité telle qu'elle est, celui d'être le miroir, le véritable miroir de la réalité. Donc, une fois qu'on aura mis de côté, mis hors état d'usage toutes les propositions qui n'ont pas de sens, qui ne renvoient pas à la réalité concrète, eh bien, le philosophe devrait maintenant s'occuper des propositions insensées. Qui sont des propositions dont les mots désignent des objets concrets, mais qui sont tout simplement défaillants quant à la question de la structure, quant à la manière dont les objets se sont structurés pour former une proposition. Les mots sont structurés pour former une proposition. C'est-à-dire que les propositions insensées, on pose justement non pas un problème ontologique, c'est-à-dire un problème de lien avec la réalité, mais qu'elle posait juste un problème d'organisation, un problème de grammaire, un problème de logique, c'est-à-dire de la manière dont les mots se sont structurés au sein d'une proposition. Et qu'est-ce qu'il propose? Il propose tout simplement la restructuration, la réorganisation de la proposition. Alors, je vous donne trois exemples pour vous faire une idée sur
trilogie ici proposée par Wittgenstein, à savoir celle reconnaissant les propositions sensées logiques d'une part et les propositions insensées d'autre part et de l'autre, et après les propositions vides de sens. Alors, une proposition sensée, par exemple, c'est « il pleut aujourd'hui ». Aujourd'hui, samedi, il pleut. Je suis samedi. S'il pleut réellement, eh bien, ma proposition a un sens. Ma proposition est une proposition logique. Autrement, ma proposition reste logique, mais ma proposition n'est pas vraie. Donc, la proposition n'a pas un sens vrai. Nous y reviendrons lorsque nous parlerons de la question de la vérité pour montrer cette différence entre la vérité et la fausseté et par rapport au sens en fait. Et surtout pour montrer qu'une proposition peut être fausse tout en demeurant sensée. Donc, c'est pas parce qu'une proposition est fausse qu'elle n'est pas sensée. Et ça, c'est le piège souvent dans lequel nous tombons souvent. C'est celui de croire qu'une proposition, lorsque nous estimons qu'elle est fausse, ça veut dire qu'elle n'a pas de sens. Non, une proposition qui est fausse est une proposition logique, tout au même titre qu'une proposition vraie. Voilà. Donc, la restructuration des propositions insensées va consister à rendre tout simplement accessible une proposition qui ne l'était pas au départ. Par exemple, Pierre boit, non, Pierre, un verre d'eau boit. Pierre, un verre d'eau boit, par exemple. C'est une proposition illogique. Illogique dans la mesure où vous avez Pierre, évidemment, qui peut boire, mais en fait, c'est pas un verre d'eau qu'il boit. Nous pouvons la remettre, la restructurer, tout simplement pour dire Pierre boit un verre d'eau, et pour obtenir une proposition logique et comprendre ce que la proposition veut dire et nous renvoyer à la réalité concrète. Pierre, quelqu'un qui boit un verre d'eau. Voilà, ça c'est une proposition illogique qui devient, grâce à la restructuration, à la reformulation, une proposition logique. Donc, les propositions illogiques sont des propositions récupérables, des propositions que nous pouvons rendre logiques, parce que ayant tout simplement un souci avec la manière dont les mots devaient sonner, un souci de grammaire, qui n'est pas si grave que ça. Mais c'est quand même grave parce que sans une certaine restructuration, ces propositions-là ne nous servent à rien. C'est au même titre qu'une proposition vide de sens, c'est-à-dire qu'elles nous disent rien du tout, nous ne comprenons pas ce qu'elles veulent dire. Or, la mission, selon Wittgenstein, la mission de toute proposition est celle de nous dire ce que la situation du monde tel qu'il est, la situation des choses telles qu'elles ont eu lieu. Voilà. Et une proposition est vide de sens chez Wittgenstein. Je prends toutes ces propositions qui n'ont rien à voir avec la réalité. Par exemple, quand on dit la bonté est la plus belle vertu. La bonté est la plus belle vertu. Pour Wittgenstein, cette proposition n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que le but d'une telle proposition n'est pas la description. Il n'y a aucune réalité qui la correspond. La bonté est la plus belle vertu. Ok? Il faut que vous me dites la bonté, alors c'est quoi? La vertu, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'appelle vertu? Qu'est-ce qui s'appelle bonté? Et qu'est-ce qui s'appelle plus belle? Donc voilà. Toutes ces propositions sont des propositions à faire taire. Sont celles face auxquelles, eh bien,
on garde silence. Il vaut mieux de se taire que de parler parce que tout simplement celle-ci ne sert à rien dans un langage dont la mission est celle de décrire la réalité telle qu'elle est, de désigner les choses, de mettre en relation le sujet mettre en relation les sujets et la réalité, de renvoyer au monde, d'exprimer les choses. Voilà. Donc, la question maintenant, à partir de ce moment-là, où nous parlons de la structure, où nous terminons de présenter le mécanisme, une autre question arrive. Une autre question arrive, et c'est celle de savoir à quel moment, qu'est-ce qui nous permet de dire que tel mot renvoie à telle chose. Et comment se fait-il? Comment se fait-il que tel mot renvoie à telle chose? Qui en a décidé? À quel moment? Eh bien, c'est la question logique à se poser. Parce que le langage est quand même, je ne l'invente pas. Et c'est ça le premier élément de réponse que nous pouvons donner à cette question tout à fait logique, parce que Wittgenstein s'intéresse aussi à l'origine du sens du mot. Quel est à la possibilité de la désignation en tant que telle, à la possibilité du sens en tant que tel. C'est-à-dire que si les mots renvoient à des choses, mais qui en a décidé? À quel moment? Est-ce que les gens se sont mis ensemble pour dire, bah, écoutez, à partir d'aujourd'hui, lorsque nous parlons du chat, c'était l'animal, lorsque nous parlons parce que lorsque nous naissons, nous trouvons que les choses fonctionnent d'une certaine manière. Ceux qui ont écouté qui m'ont suivi dans l'entretien précédent, eh bien, justement, nous avons essayé d'introduire cette dimension, surtout s'agissant de la subjectivité, lorsque nous parlons de la dimension subjective du monde, nous avons dit que lorsque nous naissons, nous recevons le monde. Le monde est aussi quelque chose que nous recevons en héritage, comme héritage social. Lorsque j'arrive, je suis né dans un monde. Et dans un monde où je deviendrai un monde. C'est ça, le truc. Donc, partant de là, je suis né dans un monde que je reçois comme héritage. Eh bien, le sens des mots, nous le recevons aussi. Je ne décide pas du sens du langage. Et c'est tout le problème de la logique. Et cela nous permet d'évoluer vers la problématique de la pensée. Et nous permet vraiment, la passerelle, elle est prête. Ça y est, nous évoluons, nous passons le cap. C'est-à-dire que le monde que je décris à travers l'usage, le monde que je décris à travers le langage que je purifie, je trouve, fait état des propositions, des choses qui ne vont pas, que je trouve, des propositions que je trouve qu'elles n'ont aucun sens. Mais le problème, c'est que ces propositions, je les ai trouvées. Je ne les ai pas inventées. Cette manière de faire usage du langage, je l'ai reçue comme héritage social. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'en fais? Quel est mon devoir à ce moment-là? Vis-à-vis de quelque chose dont je ne suis pas l'inventeur, dont je ne suis pas l'auteur, en réalité. Parce que lorsque nous parlerons de la pensée, nous nous rendrons compte que lorsque nous pensons, il y existe toujours une dimension héréditaire, une dimension culturelle, purement culturelle, une dimension purement, si ce n'est pas que cela, nous pouvons dire qu'une dimension purement sociétale, purement croyante, eh bien, qui s'exprime, alors même que je pense que c'est moi qui m'exprime. Derrière moi, il y a tout cet héritage qui agit dans l'ombre, sous base duquel je pense
je décris, je fais usage du langage. Donc, le sens des mots, parce que cela naît de l'usage, eh bien, l'usage lui-même est quelque chose que je reçois. C'est-à-dire, en naissant dans une société, j'apprends la manière dont je dois faire usage des mots. Donc, le sens est un héritage, est quelque chose qui se reçoit. Et si c'est quelque chose qui se reçoit, je ne l'invente pas. Mais comment alors corriger quelque chose qui se reçoit? Et c'est tout le problème. Comment alors influencer le monde entier à ne plus considérer le mot chat, comme renvoyant à cet animal? Ben, j'aurais fait j'aurais passé ce qu'on allait dans le sens faire la course derrière la montre. J'y arriverai pas. Et donc, si le sens et l'usage est quelque chose que nous recevons, donc nous ne pouvons tout simplement pas le corriger, l'annuler. Et donc, le problème de la clarification du langage devait chercher, eh bien, devait être déplacé vers un autre mécanisme. Il faut trouver alors un autre mécanisme logique. Il faut trouver une autre solution. Parce qu'en fait, je me rends compte que, eh bien, la manière dont je fais usage des mots, eh bien, c'est celle-là que j'ai reçue, et je n'ai que celle-là. Et que je ne peux pas changer de manière. Je ne peux pas changer complètement de manière de faire usage. Donc, le monde est déjà un héritage reçu. Le monde est déjà un héritage légué. Un legs, voilà, tout simplement. Et là, dès lors, les choses deviennent complexes. Donc, je peux créer alors, parce que le but, la proposition face au problème, au même problème, la proposition de Frege et Bertrand Russell, c'était aussi celle de créer un nouveau langage. Celui qui serait débarrassé de toutes ces ambiguïtés, qui n'aurait pas, qui ne ferait pas l'objet des ambiguïtés, du non-sens. Donc, la création d'un langage logique, purement logique. Un langage purifié de tout problème d'ambiguïté, tout problème de non-sens. Eh bien, on a pensé au langage mathématique. Au langage mathématique. On a pensé au langage imagé, figuratif, tel l'hiéroglyphe égyptien. On a pensé à tout ça. Dans les années 15, eh bien, dans 1915, vers 1915, 1920, un projet avec les Couturat et les Zamenhof, eh bien, aussi, parce que la question du langage traversait, le projet était encore là, le projet était que l'humanité tout entière puisse parler une même langue, parce que pour les Couturat et les Zamenhof, le Lido, l'espéranto, qui était la version, le Lido, qui étant la version, semble-t-il, améliorée de l'espéranto, ou l'inverse, en tout cas, était proposé comme langue universelle, c'est-à-dire imaginer une langue qui serait utilisée par l'humanité tout entière. Parce que, à l'époque, pour ces auteurs, et cela a toujours été la conviction des anciens logiciens, et même chez Frege et les autres, c'est que la diversité de langage, eh bien, était source d'hostilité entre les peuples et de mécompréhension, mésentente entre les nations, entre les sujets aussi. Donc, il fallait éliminer la diversité des langues, ou la diversité de langage. Donc, il fallait combattre cela à travers la création, la mise en place d'une langue universelle, celle que parlerait tout le monde. Par exemple, si
pour eux, si tout le monde, si le monde entier, parlait le français, on aurait beaucoup moins de problèmes. On n'aurait plus de problèmes de compréhension, de problèmes d'ambiguïté dans le langage. Donc on aurait résolu ce problème. Et ça, c'est avant Wittgenstein, avec l'espéranto, le lido, ça n'a pas marché. Avec pour le langage mathis, c'est complexe. Tout le monde ne peut pas parler la même langue et tout le monde ne peut pas parler de la même manière, même parlant la même langue. Donc c'est ça la question, le sens de la question logique. C'est peut-on avoir le même langage, même lorsque nous parlons la même langue? Mais non. Et non, et c'est ce que Wittgenstein a compris en proposant autre chose que cela, et c'est-à-dire en proposant tout simplement la prise en compte de l'usage et du contexte. Donc, deux notions qui viennent beaucoup régler le problème, c'est la notion de l'usage. C'est-à-dire que pour lui, et dès lors, ce qui est le plus important n'est pas d'éliminer les ambiguïtés, les incompréhensions, ou forcément de chercher quelles sont les propositions qui sont censées, quelles sont celles qui ne le sont pas, mais tout simplement de comprendre dans quel contexte une telle proposition a été utilisée. Donc il y a l'usage et le contexte, tout simplement. Car c'est dans son contexte d'usage propre que toute proposition tire son sens. Et là, c'est une découverte majeure, telle une découverte paradigmatique, tout simplement, qui fait qu'au lieu de se contenter, au lieu de s'acharner sur les propositions, au lieu de se dire oui, demander quelles sont les propositions qui sont vraies et quelles sont qui ne sont pas, selon des critères personnels, eh bien, je veux chercher tout simplement à savoir quel est le contexte dans lequel telle proposition a été utilisée et quel serait son sens. Donc, le sens d'une proposition devient question non pas de la désignation de la réalité, mais tout simplement du contexte d'usage dans lequel, eh bien, il a vu le jour. Voilà pour Wittgenstein, la question devient celle-là. Mais maintenant, du coup, le lien, à partir de ce moment-là, le lien entre les mots et les choses devient aussi question de contexte et d'usage. Et le débat semble être clos. C'est-à-dire que je ne peux plus m'acharner sur le sens en tant que tel, mais je dois plutôt savoir le contexte dans lequel un mot a été utilisé. Donc, quelque part, il dit un mot n'a de sens que dans son contexte d'usage propre. Voilà, paraphraser un peu. Et c'est ça, vers ça, qu'il faut aller pour comprendre le langage. Mais maintenant, une question se pose. Mais si c'est comme ça, ça veut dire que toutes les manières de faire usage du langage sont légitimes et peuvent avoir un sens. C'est-à-dire tout simplement que ce qui compte n'est plus la question de savoir quelles sont les choses qui sont décrites, mais la question de savoir tout simplement quel est le sens d'une telle proposition dans son contexte d'usage. Donc, il y a là l'idée d'aller vers celui qui fait usage de son langage, eh bien, pour savoir quelle est sa manière de faire usage et quel est le sens qu'il accorde à telle ou telle proposition. Voilà. Mais maintenant, parce que Wittgenstein établissait quand même ces trois types de propositions, il y a eu un débat sur les propositions vides de sens. Parce que lorsque l'auteur considère que tout ce qui n'est pas concret, ce qui ne renvoie pas à la réalité concrète n'a pas de sens, eh bien, dans le même paquet, l'auteur renvoyait tout ce qui était proposition
de la métaphysique, de la logique, des mathématiques, et consorts. Eh bien, tous ces problèmes, ces propositions n'avaient pas de sens, et donc il fallait les jeter. Mais maintenant, progressant, allant vers la fin, et ça c'était d'abord la proposition dans le Tractatus Logico-Philosophicus, où l'auteur est ferme, mais lorsque vous passez dans de la certitude et dans les recherches philosophiques, vous vous rendez compte que la relativisation arrive et que justement on aboutit sur une autre vision, on aboutit à une autre vision du langage, qui est celui non pas d'établir forcément la trilogie sur les propositions, mais celui tout simplement d'étudier le contexte et l'usage de toutes les propositions, et sans tenir compte du fait tenir compte de la question de savoir à quoi il renvoie forcément, mais c'est l'usage qui nous dit ce que signifie, ce à quoi renvoie la proposition, et non pas le mot lui-même. Donc, il est important de prendre en compte l'usage et et à partir de ce moment-là, il y a comme une certaine reconnaissance de la légitimité de toute proposition, eh bien, dans son contexte propre, comme étant le lieu de description d'un certain monde, et cela nous amènera justement à comprendre pourquoi chez Wittgenstein, eh bien, ce qui fait un monde, c'est pas la réalité tant que telle, mais ce qui fait le monde, c'est la manière dont on la pense, et c'est-à-dire, je pouvais aussi m'imaginer mon monde et puis l'exprimer avec les mots, et puis à travers des propositions qui sont tout à fait logiques dans ma logique à moi, dans ma manière de penser le monde, ma manière de penser la réalité. Voilà. Donc du coup, il existe comme une certaine libération d'esprit au final, qui fait que en fait, ce qui compte n'est pas la poursuite du sens du langage et des mots, mais ce qui compte, c'est l'étude de la manière dont les gens font usage de leur langage. C'est ce qui compte. Au lieu de les juger, au lieu de juger une manière, eh bien, il vaut mieux aller l'étudier, aller l'observer. Et c'est pour ça que Wittgenstein était tout à fait admiratif des manières dont les gens vivaient, des cultures. L'auteur Raymond nous rapporte que à Norvège, eh bien, Wittgenstein, retiré dans son chalet, eh bien, aimait bien observer les villageois dans leur manière de vivre. Il était admiratif de voir toutes ces diversités des gens, comment les gens vivent, comment les gens trouvent sens, comment les gens expriment leur monde, et sans forcément les juger, sans forcément se mettre à les sanctionner à partir de sa propre manière de faire usage du langage, de sa propre manière de voir les choses. Ce qui casse tout, qui change tout, et qui donne surtout lieu à une nouvelle anthropologie, qui est une anthropologie positive, c'est-à-dire que désormais, des langues, des manières sont censées, dans leur propre contexte d'usage, dans leur manière, qu'il n'existe pas une seule manière qui soit la manière de référence pour toute l'humanité. Il n'existe pas une seule langue qui soit la langue, il n'existe pas de langue supérieure à d'autres, tout comme il n'existe pas de culture supérieure à d'autres, tout comme il n'existe pas de race supérieure à d'autres, tout comme il n'existe pas de culture, de croyance supérieure à d'autres. Toute croyance reste légitime dans son contexte d'usage et auprès des peuples qui la pratiquent. Donc pour ce peuple-là, c'est légitime, et c'est ça même le sens d'une croyance, c'est ça même le rôle d'une croyance. C'est pas forcément celui de se faire admettre ou valider par d'autres. Le sens de toute croyance, de toute vérité, de toute certitude, c'est d'être cru par ceux-là qui la pratiquent et ceux-là qui y croient. Il ne s'agit pas d'en tirer l'objet d'orgueil ou d'une domination quelconque. Ça a été une erreur historique et forte, surtout pratiquée par des cultures qui se sont prises
pour des cultures supérieures ou des cultures qui avaient le monopole sur d'autres qui devaient on va dire, les dominer ou que les assimiler en réalité. Aujourd'hui, tous les anthropologues sont d'accord, tous les chercheurs sont d'accord pour dire qu'une telle démarche est une aberration. En fait, vous ne pouvez pas agir de telle sorte et comprendre vraiment ce que vivent les gens, car pour comprendre les manières dont vivent les gens, la meilleure attitude possible est celle d'observer. Donc l'observation devient la seule attitude à avoir face à d'autres mondes, face à d'autres manières de faire usage du langage, à d'autres manières d'exprimer le monde, d'exprimer leur subjectivité. Voilà. Donc je vous remercie. Et donc la prochaine vidéo concernera la pensée. Et au moment de la pensée, justement, nous partirons de cette idée de la légitimité, déjà de la réception de la manière de voir le monde, et puis de la légitimité d'avoir une perspective propre. Et tout ça, ce qui est intéressant. Et donc, je vous dis et vous remercie de m'avoir donc suivi jusqu'ici. En tout cas, à la prochaine. Je vous demande de m'abonner sur ma chaîne pour évoluer ensemble jusqu'à la fin. Merci. Ciao.